Auriculaire donne la parole aux autrices de bandes dessinées. Elles sont dessinatrices, scénaristes ou encore coloristes. Elles sont engagées, féministes et se sont emparées de tous les genres de la bande dessinée. Non, les femmes ne font pas de la BD girly, elles font de la bande dessinée. Et si nous écoutions ce qu'elles ont à dire ? Emma, ingénieure informatique et militante féministe, Emma a choisi le dessin pour poser sa pensée féministe. Elle a popularisé la notion de charge mentale, cette pression que vivent beaucoup de femmes, de mères, qui doivent organiser la vie de leur famille, souvent en plus de leur travail. Ces 2 albums, Un autre regard, tome 1 et tome 2, parus en 2017, ont rencontré un très grand succès. Lors de cet entretien, nous avons parlé des hommes, des femmes, de l'organisation de la société et du plaisir que nous pouvons tous trouver dans le travail. Une interview passionnante qui fait réfléchir et donne envie d'avancer. Bonjour Emma, Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors moi j'ai une question que j'ai très envie de te poser. J'ai très envie de savoir comment on passe de l'informatique à la bande dessinée. C'était pas comment je sais pas, mais pour moi c'était pas du tout anticipé en fait. Et je dessine depuis toute petite parce que ma sœur elle dessine beaucoup, elle est illustratrice. Mon papa dessine aussi et du coup j'ai baigné dedans depuis toute petite, mais je faisais ça vraiment en amatrice. Et du coup j'étais ingénieure informaticienne depuis 2005. Et je dessinais donc comme ça, voilà, au boulot. Donc tous mes cahiers de réunion, ils sont remplis de petits dessins faits un peu à l'arrache. Et en fait, il se trouve que je me suis politisée en 2011, donc à la période où j'ai eu mon enfant et puis où j'ai changé d'entreprise et je suis arrivée dans un milieu très toxique, très sexiste. Et je me suis retrouvée vraiment en grosse difficulté, donc à essayer de faire cohabiter mon statut d'ingénieur et de survivre un petit peu dans ce milieu qui était hostile aux femmes et particulièrement aux femmes qui avaient des responsabilités, tout en rentrant dans mon rôle de mère, ce qui me laissait moins de temps pour me consacrer à ça. Et du coup, je me suis retrouvée un petit peu en interrogation, voilà, sur pourquoi ça m'arrivait, pourquoi j'y arrivais pas, alors que jusqu'ici je m'en étais plutôt pas mal sortie. Et puis j'ai des amis féministes qui m'ont dit, en fait c'est dur pour toi parce que c'est plus dur pour les femmes. Et ils m'ont donné pas mal de bouquins à lire. Et puis j'ai aussi des copines qui m'ont fait rentrer sur des groupes Facebook qui discutaient pas mal de féminisme. Et je me suis rendu compte que mon histoire, c'était l'histoire de beaucoup de femmes. Et que du coup, c'était pas, que j'allais pas trouver la solution à mon problème dans un bouquin de psychologie ou de trucs et astuces ou chez un psy ou en essayant de réorganiser ma vie individuellement, mais plutôt en comprenant pourquoi. Qu'est-ce qui traversait nos vies à toutes et qui faisait que on vivait toutes les mêmes difficultés. Et une fois que on avait identifié ce problème, quand on résout les problèmes à la racine, on les résout pour tout le monde. Tout le monde, ouais. Voilà, plutôt que de traiter les choses feuille par feuille, quoi. Et voilà. Et donc du coup, je suis devenue féministe. Et à partir du moment où je suis devenue féministe, j'ai découvert un monde qui m'était complètement inconnu parce que je pense que le grand public dont je faisais partie n'a pas accès à la pensée féministe telle qu'elle est vraiment. Il a accès à une pensée un petit peu reformatée pour la rendre pas très sexy, faut dire ce qui est. Et du coup, on s'ouvre pas à ça. Et donc moi, j'ai découvert des femmes qui tenaient des propos non seulement très intéressants, très bienveillants, mais en plus qui faisaient vraiment écho à ce que je vivais au quotidien. Et du coup, j'ai eu envie de transmettre ça à mon tour. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir... j'ai commencé à travailler sur mon environnement immédiat, on va dire, et donc du coup, au boulot, j'ai commencé à essayer de divulguer cette pensée féministe telle que je l'avais découverte, sauf que ça prenait pas du tout.
Alors, c'était dans ton univers professionnel, c'était un univers plutôt mixte ou plutôt masculin, féminin Alors, je faisais pas que ça dans mon univers professionnel. J'ai aussi essayé de porter cette pensée dans mes groupes d'amis qui étaient pas du tout féministes. Et donc, dans mes groupes d'amis, c'était plutôt mixte et progressiste, on va dire, mais ça prenait pas non plus. Et dans mon univers professionnel, c'était très masculin. Et l'entreprise où j'étais à l'époque, c'était vraiment... Alors, j'ai toujours eu des problèmes avec des attitudes sexistes, mais là, c'était exacerbé parce que en fait, il y avait un management sexiste et du coup, tout le monde se permettait de l'être en retour. Par exemple, pour la petite histoire, quand j'ai pris mon poste là-bas, j'étais enceinte et la première soirée que j'ai faite, il y a un collègue qui était au même niveau hiérarchique que moi, mais qui était en position supérieure par rapport à d'autres femmes de la boîte, qui m'a dit j'adore les femmes enceintes, je te veux dans mon lit. Je le connaissais pas, enfin ça faisait une semaine que j'étais là. C'est un peu... Et en fait, personne n'a réagi autour parce que voilà, il n'y a pas que lui, il y a lui qui avait visiblement un problème avec les femmes et un problème avec la façon dont on peut se comporter en entreprise, mais c'était finalement avalisé par tout l'environnement parce que tout le monde a rigolé en fait. D'accord. Voilà. C'est un problème de management. Oui, effectivement, quand le management est sexiste, après, les gens peuvent se permettre à peu près tout et n'importe quoi. Ouais, en fait, ça influe vachement sur, je trouve, l'échelle de valeur des gens qui travaillent dans l'entreprise et du coup, ce qui est considéré comme acceptable ou pas. Et là, visiblement, ça, c'était considéré comme acceptable, quoi. D'ailleurs après donc je suis partie en congé mat et quand je suis revenue ce même mec dans une soirée aussi m'a posé la main sur le ventre en disant t'as vachement bien récupéré. Voilà, c'est un exemple dans une longue liste de choses qui me sont arrivées dans cette entreprise. Mais lui, il avait vraiment une attitude problématique. Et d'ailleurs, moi, j'étais au même niveau que lui. Donc, j'ai pu prendre mes distances par rapport à lui, mais il se comportait de la même façon avec 2 filles de son équipe, sous sa hiérarchie, que j'ai reprise dans mon équipe ensuite. Mais qui, elles, étaient en vraie difficulté parce qu'elles savaient pas comment réagir. Elles avaient peur pour leur poste et du coup, voilà, elles étaient vraiment très mal à l'aise. Donc, je me suis un peu perdue. Non, mais c'est très intéressant ce que tu nous racontes. J'étais donc dans cet environnement merveilleux et du coup, j'essayais de discuter, quoi, et forcément, ça prenait pas. Et j'avais droit à des réactions. Alors ça, c'est marrant, parce qu'en fait, quand on discute de féminisme et de sexisme, notamment avec des hommes, les hommes ne subissent pas ce genre de choses. Et du coup, ils ont toujours l'impression que mon point de vue à moi est biaisé et que le leur est neutre. Et que du coup, surtout dans les milieux scientifiques, ils ont la sagesse, ils ont le recul, alors que moi, je suis trop émotive, j'ai un point de vue biaisé et pas pas rigoureux par rapport à ces choses-là. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, dans les luttes féministes qui est très compliqué parce que on doit prouver des choses qui n'ont jamais été étudiées d'un point de vue statistique. On connaît leur existence parce qu'on les vit, parce que toutes les femmes les vivent, mais face à un homme qui a jamais vu ça, parce que non seulement ils les vivent pas, mais en plus on n'en parle pas tant que ça et du coup ils savent pas. On a un problème de rigueur scientifique, quoi. Et du coup, la question qu'on a toujours, c'est mais où sont les preuves en fait? Où sont les études, les statistiques, où sont les chiffres? Voilà, et toujours en se drapant dans le bel apparat de la neutralité, alors qu'en fait, les hommes, par rapport aux sexistes, ils sont pas neutres. Par rapport au sexisme, ils sont pas neutres. Ils en bénéficient au point de vue des inégalités salariales, du droit à la colère ou de plein d'autres choses qui se passent en entreprise. Et du coup, ils ont l'impression d'être neutres, mais ils le sont pas. Et donc, du coup, c'est toujours difficile d'avoir des conversations là-dessus. Donc, moi, j'ai essayé pendant longtemps. Mais en fait, j'avais beaucoup à faire mais t'exagères parce que toi tu le vis, mais en fait c'est pas à ce point-là. Et puis il suffit de pas se laisser faire. Est-ce que t'as essayé de t'en foutre? Et du coup, j'y arrivais pas et en plus je m'énervais, quoi.
Et du coup, je me suis dit, il faut que je fasse autrement parce que il faut que ces idées soient démocratisées. Enfin, moi, j'ai été tellement libérée d'y avoir accès. Je pense qu'il y a plein d'autres femmes qui seraient libérées aussi. Parce que t'avais pu mettre des mots aussi sur ce que tu vivais et te dire, ah bah oui, mais en fait, d'autres personnes le vivent aussi et ils ont même écrit dessus. Alors voilà, ça a un nom. Je ne suis pas la seule. Et c'est quelque chose de sérieux parce que c'est étudié scientifiquement par des sociologues qui sont des scientifiques. Donc ça existe et du coup c'est vraiment émancipateur et libérateur de savoir ça. Et du coup, j'ai commencé à écrire des petites fiches très pédagogiques, très didactiques sur ces choses, sur ce qu'était réellement le féminisme, sur ces choses qu'on vivait, pour les transmettre. Et puis j'allais à l'entrée du métro le matin et je les distribuais en fait. D'accord. Sauf que j'ai jamais trop su si les gens les lisaient, mais bon, j'avais mis des liens derrière et puis les gens venaient pas trop. Je pense qu'ils lisaient quand même parce que je les voyais après partir, ils regardaient le truc et tout, mais bon. Tu distribuais ça le matin avant d'arriver au travail? Ouais, je partais à 6h et puis Ah oui. Ouais, je distribuais ça et bon, ça demandait beaucoup de temps et puis j'avais l'impression de pas avoir un impact très large, quoi. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, pour ça me permettait de faire la même chose en diffusant de façon beaucoup plus large. Mais là, tu avais déjà commencé le dessin ou c'était vraiment que... C'était écrit. Ouais, d'accord. C'était écrit. Il n'y avait pas le dessin. Et c'était trop scolaire, en fait, ce que je faisais. C'était trop scolaire parce que c'était, alors, le féminisme, qu'est-ce que c'est? Grand A, petit A, puce. Et du coup, c'était pas sexy. C'était très scientifique. Ouais, c'était même pas scientifique parce que je mettais pas forcément un grand nombre d'informations, mais c'était très scolaire. Et je pense que... Ça rebutait peut-être un peu les gens aussi. Ouais, une lutte, il faut qu'elle soit vivante, en fait. Il faut qu'elle nous prenne aux tripes, il faut que elle nous donne envie de mettre en route notre moteur militant, et l'information pour ça suffit pas. Et ça, je l'ai compris assez tard, en fait. C'est que moi, ce qui m'avait fait bouger, c'était pas l'accès à l'information, c'était le mélange de l'information que j'ai eue avec mon vécu personnel et qui m'a fait prendre conscience que il y avait un problème, que ce problème il était global et qu'il y avait des solutions et qu'on était nombreuses et tout ça mélangé, en fait, ça m'a donné envie d'agir. Si on a juste un tract avec des stats dessus, en fait, ça donne pas envie d'agir. Pas très intéressant. Enfin, oui, c'est moins... Ça te prend moins, effectivement, Et puis ça, surtout, je pense que ce que tu distribues aussi à l'entrée du métro, bon, les gens, ils sont pressés. Tu vois, c'est vrai que t'es sollicité aussi pas mal avec des petits tracts qu'on te distribue comme ça dans la rue. Il faut que ça t'attire l'œil tout de suite. Enfin, il faut que t'aies une accroche. Et effectivement, le dessin, je pense, c'est un moyen d'accrocher l'œil qui est plus efficace que le texte uniquement. Ah, c'est sûr, le dessin, ça permet de ressortir milieu en plus maintenant et que voilà, il y a des tracts, il y a beaucoup de pubs, il y a des trucs militants, il y a des trucs. As-tu trouvé la voie du Christ? C'est vrai. Moi, j'habitais dans le 15e, alors j'en avais plein des comme ça. Et du coup, ouais, je pense que les gens lisaient parce qu'après, quand on est dans le métro, on n'a pas forcément trop de quoi s'occuper. Mais non, je pense que voilà, pourquoi les gens. Tu n'as pas de retour non plus quand tu distribues un tract. Tu sais pas si les gens. Voilà, c'est ça. Ouais, peut-être ça marchait. Mais contrairement aux réseaux sociaux où tu peux avoir des commentaires, tu peux avoir un retour sur ce que tu as fait. Ouais, t'as tes stats, t'as des commentaires, t'es identifié. Après, t'as toute une espèce de réseau qui se met en route. C'est ça. Voilà, quoi. Et du coup, voilà. Donc, j'ai commencé à dessiner, effectivement, donc sur Internet. Et les gens lisaient plus. Vous voyez qu'ils lisaient plus. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que ce qui marchait, c'est quand je racontais des choses quotidiennes parce que, en fait, ça permettait aux personnes qui lisaient de faire le même chemin que moi, de dire, de regarder le dessin et dire, mais c'est moi ça m'est arrivé il y a 2 ans. Et oui, c'est vrai que c'était pénible. Ouais. Et de dire, mais en fait, on est nombreuses et ce mouvement féministe, il travaille là-dessus, d'accord. C'est ça le féminisme. Moi, il y a plein de femmes qui sont venues me dire, c'est ça le féminisme, en fait. Et c'est exactement moi ce que je me suis dit il y a 7 ans, quoi. Je me suis lancée là-dedans, c'est-à-dire,
mettre en image des histoires personnelles, donc ça peut être les miennes ou celles de proches, ou même des fois c'est des gens qui m'écrivent sur internet, et faire le lien après entre toutes les personnes de cette catégorie qui vivent le même truc, et puis après voilà une petite approche théorique, mais c'est vraiment la fin quoi, pour dire voilà quelles sont les stats, voilà quelles sont les pistes, peut-être des articles plus complets à lire, et puis des choses pour aller plus loin. C'est une accroche. Une accroche, et effectivement, quand tu accroches avec les choses du quotidien, tu as un processus d'identification qui est beaucoup plus fort. Enfin, c'est ce qui s'est passé. Alors justement, la charge mentale, parce que enfin, je sais pas si on peut appeler ça une théorie. En tout cas, c'est quelque chose qu'on connaît depuis. Enfin, il y a eu des livres qui ont été écrits dessus depuis déjà un petit moment. Mais c'est vraiment toi qui as rendu. Enfin, moi personnellement, j'ai découvert la charge mentale avec tes BD, avec ton blog, et je me suis dit. Ah ouais, ça s'appelle donc la charge mentale, cette chose. Et voilà, comment ça t'est venu justement, pourquoi la charge mentale? En fait, du coup, toujours dans cette période, moi, quand j'ai eu mon enfant et que j'étais dans cette entreprise, alors moi, j'essayais de compenser le milieu hostile par... En fait, j'avais pas les armes et j'avais trop d'embûches pour arriver à faire ce qu'on m'avait demandé de faire. Je compensais ça par ce qu'on demande beaucoup aux ingénieurs de faire, c'est-à-dire des heures sup, du réseautage et de l'attitude. C'est-à-dire qu'en gros, un ingénieur qui n'arrive pas à faire des tâches, il va être beaucoup dans l'image, dans la représentation, et donc il va essayer de rester tard et que ça se voit. Il va essayer de se faire les bons amis, et puis il va donner l'impression d'être compétent plus que de l'être vraiment. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve pas trop dans les métiers techniques, dans les métiers de techniciens et de techniciennes, parce que on a des tâches concrètes à faire et que c'est fait ou c'est pas fait quoi. Voilà. Donc il y a beaucoup plus, je trouve, d'imposture possible dans le métier d'ingénieur. Et donc je passais beaucoup d'heures pour essayer de... Moi, j'avais pas encore compris que si j'y arrivais pas, mais j'avais l'impression que j'étais pas compétente. J'avais pas encore compris que c'est parce qu'il y a des hommes qui avaient décidé qu'une femme ne prendrait pas de responsabilité. Donc, je galérais et donc je faisais plein d'heures sup. Et du coup, pour faire mes heures sup, j'étais obligée de supplier la nounou de rester tard pour garder mon fils. Donc je m'engueulais beaucoup avec elle et puis voilà, je m'en sortais pas quoi, j'étais débordée, j'arrivais pas à gérer mes responsabilités de mère et gérer mes responsabilités d'ingénieur. De toute façon, j'aurais jamais réussi, mais j'étais en plein burn-out quoi. Et je suis tombée sur un article sur Facebook, je crois, d'un mec qui disait si vous êtes tout le temps fatigué, si vous avez l'impression de ne pas y arriver, c'est pas parce que vous en faites trop, c'est parce que vous pensez trop, et ça s'appelle la charge mentale. Et je me suis dit, mais en fait c'est pour ça que depuis que on a eu notre enfant, moi je burn out et que mon copain il est plus fatigué qu'avant, c'est sûr, mais il survit quoi. Il arrive à garder la tête hors de l'eau, à organiser sa vie et tout. Moi je commençais à me noyer dans un verre d'eau, j'avais l'impression d'avoir la tête pleine tout le temps. Et je me suis rendu compte que c'est parce que depuis qu'on avait eu notre fils, j'avais la responsabilité quasiment intégrale de la gestion de tout ce qui était afférent à son entretien. Ouais, sa vie, à sa petite vie, oui, ça, la nounou, la babysitter, les médecins, ouais, c'est les vêtements. Ça, ouais. Parce que quand je me suis retrouvée en congé mat, donc mon copain, lui, il est retourné bosser au bout des 11 jours de congé paternité, et moi, je me suis retrouvée à tout gérer toute seule, donc j'ai dû chercher une nounou, et comme lui, il bossait, moi, je faisais les biberons la nuit. Sauf que la journée, moi je bossais aussi en fait, mais j'avais pas réalisé ça. Je gardais mon fils, ça c'était un boulot, mais du coup je me disais non, moi je bosse pas, donc je fais les biberons. Et donc du coup j'étais tout le temps éclatée. Donc j'ai fait passer des entretiens. En plus c'est le parcours du combattant pour trouver un mode de garde sur Paris. Donc je faisais passer des entretiens à des personnes à qui j'avais laissé mon bébé de 2 mois avec 2 heures de sommeil derrière moi par nuit depuis 2 mois. Mon corps c'était j'avais plus de muscles, j'avais plus rien. Je me traînais comme une vieille chaussette quoi.
Et puis je devais, mais rien que sortir avec lui pour faire les courses, j'avais l'impression que j'allais m'évanouir dans la rue de fatigue. Et que voilà, j'allais tomber avec lui dans les bras et que il allait se passer des choses graves, quoi. Du coup, je sortais un minimum parce que je me sentais pas apte même à traverser la route, en fait, sans prendre de risques. Et puis voilà, du coup, dans cette période d'intense fatigue et de sentiment d'incompétence complète à gérer la vie de mon fils, j'ai quand même trouvé une nounou, appris à lui faire des repas, pris contact avec les médecins qui allaient être ses référents pendant tout le début de sa vie, quoi. Et mon copain, lui, il était au boulot et du coup, il n'a pas pris cette responsabilité. Parce que la société lui permettait pas non plus alors pour deux raisons. Parce que déjà parce qu'il était pas là et que c'est des choses qui se font de jour, hein. Et en plus parce que on l'a jamais mis dans ce rôle-là, en fait. C'est-à-dire que y a des choses où il avait acquis que c'était son rôle, donc changer les couches, s'occuper du petit quand il était là. Mais la question de la responsabilité du rôle, on n'en est pas encore là, je trouve, aujourd'hui. Les femmes sont encore conditionnées à se mettre dans le rôle de parents qui gèrent tout, et les hommes sont encore conditionnés à se mettre dans le rôle de celui qui rapporte l'argent. Sauf que les femmes aussi, maintenant, elles travaillent, elles ont un travail salarié, elles rapportent l'argent. Mais il y a encore cet imaginaire sexiste comme quoi, nous, on est quand même dans la responsabilité principale de gérer l'enfant, et l'homme, il a comme responsabilité principale de travailler, quoi. Qui se fait aussi assez naturellement, puisqu'effectivement, les femmes ayant un congé maternité et que les hommes, effectivement, c'est 11 jours calendaires, donc ça compte le week-end, hein, donc ça fait une petite semaine au final, un peu plus d'une semaine, et en un peu plus d'une semaine, t'as pas franchement le temps de trouver une nounou et de prendre tes marques aussi avec un bébé, donc je pense que peut-être que si le congé paternité était plus long, ou qu'il y avait un congé, comme je crois que c'est le cas en Suède, il me semble, où tu as un congé qui est partagé entre... En Suède, je crois que c'est 480 jours. Mais que tu peux partager... après, c'est au choix du couple, partager ça entre le mari et la femme, ou soit uniquement le mari ou uniquement la femme. Chacun voit comment ça permet aussi à l'homme de s'investir dans la vie de son enfant. Ouais, alors je pense que ça fait deux choses. Ça crée le contexte qui permet à l'homme de le faire, mais aussi ça envoie un message où les hommes, ils commencent à se dire, à voir leur place là, à rentrer dans ce rôle. Moi, j'avais plein de collègues à cette époque qui avaient des jeunes enfants et qui pensaient vraiment accomplir leur devoir en retournant au boulot, c'est-à-dire que ils se sentaient pas du tout coupables de laisser leur compagne, en fait. À la limite, ils étaient un peu embêtés pour eux-mêmes, en se disant « Ah, je passerais bien plus de temps auprès de ma famille », mais ils étaient pas vraiment embêtés pour leur compagne. Et je pense que le fait de créer un congé qui dit « La place de l'autre parent, elle est là aussi », ça va changer ce rapport aux choses de la part des hommes qui retournent au boulot, parce qu'ils vont se dire peut-être que ma place elle est pas là, en fait, peut-être qu'elle est auprès de ma famille, en partenaire à part entière de ma compagne. Oui. Ouais, et puis après, basiquement d'un point de vue économique aussi, parce que si l'homme peut aussi prendre un congé paternité où il est rémunéré et il peut rester avec son enfant, parce qu'il y a sans doute pas mal d'hommes qui aimeraient bien aussi passer du temps avec leur bébé et pouvoir s'en occuper. Et après, il y a le problème économique, hein, en fait. Parce qu'aujourd'hui, si un homme veut passer du temps avec sa famille, il peut, mais il pose des congés, en fait. Oui, c'est ça. Et puis, c'est pas bien vu. Mais après, je pense qu'on a quand même un problème culturel par rapport à ça. C'est qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont envie de le faire. Et moi, je vais pas leur jeter la pierre, parce que, assez globalement, quand je discute autour de moi, c'est pas une période très chouette. Les premières semaines de l'enfant, c'est quand même un gros changement, hein. C'est un peu le gouffre. C'est très dur. Et moi, du coup, je présenterai pas ça en disant c'est un droit du père à être auprès de ses enfants, il aimerait bien, ou c'est un plaisir pour lui, parce que j'ai quand même beaucoup de collègues qui, du coup, se disaient
je me sacrifie parce que j'aimerais bien être près de mon enfant, mais je retourne au travail parce qu'il faut faire tourner l'économie ou parce qu'il faut bien ramener de l'argent à la maison. Vraiment un truc très 18e siècle, quoi. Non, s'ils se battaient pour avoir droit à un congé paternité, ils n'auraient pas besoin de ramener de l'argent à la maison, ils auraient droit à ce congé, ils seraient rémunérés. Et faire tourner l'économie, ça j'en parle aussi dans mon travail, il n'y a pas besoin de travailler 39 heures pour faire tourner le monde, et du coup on aurait plein de moyens de se réorganiser, de réorganiser le travail pour avoir plus de temps libre. Mais il faut le vouloir. Donc moi ma question c'est pourquoi les hommes ne le veulent pas. J'ai fait plein de conférences, il y a un de mes lecteurs qui a fait une pétition pour l'allongement du congé paternité. Les hommes ne signent pas. Quand je fais des conférences, des tables rondes sur le congé paternité, c'est que des femmes qui viennent parce que je pense que c'est une période qui est pas drôle et que du coup on n'a pas envie d'être à la maison dans les premières semaines de l'enfant. Tu veux dire qu'on se repose au travail en fait? Bah oui, enfin tout le monde le dit. Oui, il y a plein de femmes quand elles reprennent le boulot, elles disent je préfère être au boulot qu'à la maison. Je suis moins fatiguée. Non, c'est vraiment. Je pense qu'il faut dire que voilà, dans cette période c'est dur. Il faut qu'il y ait du monde. C'est pas les gens ont le droit d'être là, c'est les gens doivent être là. Et pas que les parents, à mon avis, ça devrait être un truc plus collectif encore, de vraiment, une communauté qui se serre les coudes pour aider la personne qui vient d'accoucher à se remettre et puis aider le bébé à grandir, arriver dans le monde et tout ça, quoi. On met ça sur les épaules d'une personne qui est épuisée, qui vient de subir l'épreuve physique la plus intense qu'un être humain peut vivre. Et on l'enferme dans une maison toute seule, sans aide, avec une vie humaine entre les mains. Enfin, c'est juste, moi, je trouve ça surréaliste, quoi. Et donc, je pense que vraiment, il faut un changement culturel pour que les hommes trouvent cette envie de prendre cette place, mais qu'il n'est pas encore fait. Et qu'on y trouve quelque chose, mais que le référentiel culturel qu'on a actuellement, qui est beaucoup de valoriser le travail, l'émancipation par le travail, l'aventure, la prise de responsabilité, le leadership, n'aide pas du tout les hommes à se mettre dans ce rôle, quoi. Donc je pense qu'on a un changement de grille de lecture à faire pour que ça se fasse. Rester chez soi pour s'occuper de son enfant, c'est pas très valorisé. Non, aujourd'hui. Pas du tout. Enfin, c'est pas du tout valorisé. Même une femme qui décide de rester chez elle pour s'occuper de ses enfants, tout le monde trouve ça très courageux parce que tout le monde sait, enfin tous ceux qui ont des enfants savent bien à quel point c'est épuisant, mais par contre sur un plan social, enfin c'est absolument pas valorisé par la société. On va te dire que t'es en vacances. Oui, c'est pas moralement, c'est pas valorisé, financièrement, c'est pas valorisé non plus. Et du coup, on se trouve avec des femmes qui ont pris des congés parentaux et qui se retrouvent à 60 ans, qui n'ont pas droit à la retraite ou qui ont droit à une retraite ridicule parce qu'elles ont fait pourtant ce qui est un vrai travail, mais qui a jamais été comptabilisé ni financé. Et donc on a un vrai problème avec ça. Si ce travail il était payé au même titre qu'un travail salarié ailleurs, je pense qu'on aurait vraiment beaucoup plus d'hommes qui commenceraient à se dire c'est un vrai travail, peut-être que je devrais être là, et voilà, quoi. Donc je pense que on a un gros changement culturel et institutionnel à faire à ce niveau-là. Et alors, tu es arrivée dans le milieu de la bande dessinée assez récemment. Qu'est-ce que tu penses de ce petit microcosme de la bande dessinée ? Alors c'est un milieu que je maîtrise, que je connais pas bien en fait, et même moi je me vois plus comme militante que comme BDaste. J'utilise le dessin, pour moi c'est un outil pour passer mes idées, mais j'ai jamais eu l'ambition de devenir dessinatrice ou d'en faire mon métier. Donc du coup moi ce qui s'est passé, c'est juste qu'à un moment j'avais juste plus le temps de faire mon métier d'ingénieur et de mon métier de parent, plus mon métier de féministe, quoi. Donc j'ai fait un choix, j'ai arrêté mon métier d'ingénieur puisque c'est ce qui m'intéressait le moins, pour pouvoir être plus maman et plus militante féministe par le biais du dessin.
Et du coup, j'ai eu la chance de trouver un éditeur quand même qu'un éditeur m'ait trouvé. Plutôt, c'est ça qui s'est passé, qui est féministe et qui du coup me laisse publier ce que je veux sans brider mon propos, on va dire. Mais c'est pas partout comme ça, et donc j'ai eu beaucoup d'attaques, comme quoi je serais pas une vraie dessinatrice, quoi, ce que j'ai jamais prétendu être, d'une part, et puis après on pourrait discuter de ce qu'est une vraie dessinatrice, n'est-ce pas, parce que le but de l'art n'est-il pas de marcher, de parler à son public, ce qu'on te reproche, c'est la forme, enfin c'est ton dessin. C'est que je sais pas dessiner. Ouais. Moi personnellement, je dessine moins bien que toi. Mais... Moi, je ne sais pas dessiner. Alors c'est triplement drôle parce que du coup déjà je dessine par ailleurs. Enfin, j'ai fait du modèle vivant, etc. Donc sans être une grande artiste, je fais des dessins par ailleurs qui ressemblent pas du tout à ce que je fais sur mon blog, et qui, je pense, pourrait être évalué par ce comité d'évaluation, de censure, comité d'évaluation de ce que doit être un beau dessin. Qui pourrait peut-être être évalué comme quelque chose de correct, on va dire, mais bon, le dessin que je choisis de mettre sur mon blog, c'est pas ça, parce que je fais du dessin efficace et émotif, voilà. C'est drôle aussi parce que mon dessin n'a jamais eu pour but d'être beau, il a pour but d'être parlant, et ça, on me dit que oui, enfin les gens voient très bien ce que j'essaye de dire quand je dessine, donc moi ça me suffit, quoi. Et puis en plus je l'annonce, enfin c'est marqué dans ma bio sur tous mes supports que ça je fais des dessins moches. Voilà, c'est ça, que tu faisais des dessins moches. Et du coup c'est drôle parce que j'ai des centaines de messages alors beaucoup d'hommes mais aussi certaines femmes qui me traitent de féminazie et qui me disent que je dessine très mal, que je percerai jamais, et que voilà, c'est une honte d'oser présenter ça. C'est raté parce que c'est déjà fait. Quand même. Ouais, oui, ce que je fais parle à des gens. De presse. Enfin voilà, ça, on peut considérer que tu as percé entre guillemets. Donc voilà, sans utiliser les modes conventionnels de ce que devrait être apparemment le travail d'artiste. Ouais, voilà. D'accord. Mais ces attaques, elles venaient de lecteurs ou d'auteurs, d'autrices de bande dessinée Je sais que, et ça je le comprends quelque part, je sais que il y a des artistes, parce que je vois que des fois ça vient de pages d'artistes en fait qui viennent dire mais ton dessin est dégueulasse. J'ai lu ça sur certaines de mes BD sur Facebook, des gens qui disent mais ton dessin est vraiment dégueulasse. C'est quoi ces trucs remplis au pot de peinture? Et je colorie tous mes dessins au pot de peinture, j'avoue. Et je comprends parce que je pense que c'est des gens, enfin moi j'ai beaucoup évolué dans le milieu artistique quand j'étais plus jeune, c'est des gens qui galèrent, quoi, qui n'ont pas de thunes, qui passent des heures, des nuits à dessiner pour se faire refouler de partout, et qui font vraiment des très très belles choses, et je trouve que c'est pas normal, quoi. C'est pas normal que c'est pour ça que moi je milite pour le revenu de base, et enfin plutôt le salaire à vie, parce que je pense que c'est pas comment dire, on devrait avoir l'espace suffisant pour développer notre créativité sans avoir peur de mourir de faim, en gros. Voilà. Et que les artistes, ils meurent de faim, ils ont le courage de vouloir développer leur créativité et de pas faire un travail conventionnel. C'est absolument pas valorisé. Ouais. Voilà, il faut percer pour pouvoir en vivre, et c'est pas normal. Et donc je comprends le fait que moi, avec mes dessins moches, et alors ça rapporte pas des milliers de dessins. On sait, faire un livre, ça rapporte pas beaucoup d'argent, mais je fais ça depuis pas longtemps et je dessine mal et j'ai du succès, et du coup je comprends que ça énerve des gens qui passent beaucoup de temps à peaufiner des dessins qui sont magnifiques et qui arrivent pas à en vivre, quoi. Donc je pense que voilà, il y a de ça derrière. Et puis il y a aussi autre chose. Je pense que le propos que je tiens dans mes dessins, ça secoue des
ordres établis, on va dire, et du coup ça, il y a après toujours le retour de bâton, il y a une forme de résistance des gens qui ont profité d'un certain système de valeurs et qui ne veulent pas que ce système de valeurs change. C'est cool. Et du coup, c'est ça. Donc moi j'ai pas lu, mais il y a des gens effectivement qui sont venus me dire que l'auteur de BD Bastien Vivès avait fait un post pour dire que c'était pas normal que mes dessins ils marchent alors qu'ils étaient trop moches. Et oui, je veux dire, il fait des... D'ailleurs, ça... J'ai un mug, tu vois. Ah oui, je confirme. C'est son dessin, alors. Un mug Bastien Vivès. Si tu m'écoutes, Bastien, moi j'aime bien ce que tu fais, c'est joli tes dessins. Et du coup, voilà, et en fait, c'est marrant parce qu'en plus, apparemment, il s'est fait ramasser quand il a posté ça. Il y a plein de gens qui lui ont dit, mais allez, avoue que c'est pas la forme qui te gêne, c'est le fond. Et je pense qu'il y a des auteurs de BD hommes qui ont beaucoup utilisé leur art pour y mettre leur pulsion sexuelle, leur frustration, et voilà, la BD longtemps ça a été ça, et moi les BD que je lisais, oui, c'était des filles en string à gros seins, moi c'est ce que j'ai appris à dessiner en premier. D'accord. Ah oui, moi quand j'ai commencé à dessiner... Oui, c'est la bande dessinée des années 70, même 80, enfin c'est une certaine forme de bande dessinée qui, pourquoi pas, après voilà, maintenant la bande dessinée c'est plus uniquement ça. Heureusement, ouais, mais je pense que ça a longtemps été une forme d'exutoire pour des hommes qui ne rentraient pas dans les schémas de virilité qu'on leur imposait, comme le jeu vidéo en fait. Et du coup, qui mettaient toute leur frustration, tous leurs fantasmes dans le dessin. Et le dessin, oui, ça peut servir à ça aussi. Vaut mieux dessiner ses fantasmes que aller commettre des agressions sexuelles. Mais je pense que ils sont ratés quelque part parce que je pense que dessiner des femmes comme ils voudraient qu'elles soient, c'est pas la solution. Ce qu'il faut changer, c'est changer ce qu'on attend des hommes qu'ils soient, changer ce qu'on attend des femmes qu'elles soient, et voilà, travailler sur ce système de valeurs. Et c'est ce que font les féministes. Je pense que les mecs qui font ça, ils en veulent aux féministes de leur retirer même ça, en fait, même cet exutoire qu'ils ont un peu artistique de leur fantasme, au lieu de rejoindre nos rangs et puis promouvoir une autre forme de masculinité, ou même supprimer la masculinité et puis laisser les gens s'épanouir dans ce qu'ils sont sans forcément leur coller des étiquettes. Mais voilà, je pense qu'il y a plein d'auteurs qui sont pas là-dedans, qui veulent garder cette forme de réussite qu'ils ont réussi à avoir par d'autres moyens. Et qui veulent pas que ces femmes qu'ils ont jamais réussi à avoir, en fait, qui sont pas ce qu'ils voudraient qu'elles soient et qui ne les veulent pas comme ils sont, ils veulent pas qu'elles rejoignent leur terrain, quoi. D'accord. Donc voilà, et je pense que voilà, il y a beaucoup d'agressivité envers nous de la part de ce milieu-là, et je trouve ça un peu triste, quoi. C'est sûr. Et est-ce que tu penses qu'on est à un moment un peu charnière du féminisme, où le féminisme devient politique aussi et où la parole est entendue, avec tout ce qui s'est passé récemment avec l'affaire Weinstein, avec le hashtag MeToo? Est-ce que tu as l'impression que ça devient que les féministes sont entendues, en tout cas par la presse, ou pour toi c'est pas grand-chose qui change? Alors, je pense que oui, il y a quelque chose qui se passe grâce aux réseaux sociaux. Il y a de plus en plus de femmes qui se politisent et qui se mettent en réseau, et c'est comme ça qu'on change les choses. C'est en se mettant en réseau. Parce que quand on est nombreuses, on a une vraie force d'action et on peut faire bouger les lignes. Maintenant, il faut faire attention parce que je pense que tout est récupérable et c'est en train d'être fait. Et du coup, il faut faire attention à faire de ce mouvement de femmes quelque chose qui est ce qu'on veut, quoi, quelque chose qui va pas être dirigé dans ce que d'autres voudraient à notre place. Moi, je pense que le féminisme, il doit défendre les droits de toutes les femmes, donc pas que des femmes riches. Et il faut veiller déjà à ce que ça soit pas récupéré par des idéologies de droite, c'est-à-dire
Émanciper les femmes de la maternité, comme si la maternité était un problème en fait, pour leur permettre de passer plus de temps au boulot, se couper plus facilement de leur famille. C'est un peu le féminisme à la Badinter et à la Chiappa. Donc faire des places en crèche pour que les femmes puissent passer plein de temps au boulot et faire carrière. Moi je pense qu'il faut vraiment réfléchir femmes et hommes à ce que la notion de carrière. Est-ce que c'est vraiment un accomplissement de devenir PDG ou de grimper les échelons d'une entreprise? Est-ce que c'est ce qu'on veut pour nous? Est-ce que c'est les valeurs qu'on veut porter? Moi personnellement non. Je pense que dans le travail, il y a dans le fait de accomplir quelque chose d'utile, il y a quelque chose d'émancipateur, mais que la notion de gravir des échelons, de gagner un salaire et de diriger des gens a rien à voir avec tout ça en fait. Oui, et puis il y a des femmes qui peuvent s'épanouir et qui s'épanouissent pleinement dans leur rôle de mère et qui n'ont pas du tout, pour elles, gravir des échelons et avoir un salaire important n'est pas forcément un but en soi et qui s'épanouissent plus chez elles. Toi, ce que tu veux, c'est qu'effectivement les femmes elles aient le choix et que rien ne soit pointé du doigt. Et ce qu'on disait tout à l'heure, que rester chez soi est un peu considéré comme, plutôt mal considéré dans la société, mais que au final c'est un travail et qu'il y a des femmes qui peuvent avoir envie de faire ça et s'épanouir et c'est très bien aussi. Oui, bien sûr, mais moi je ferais pas une dichotomie entre les femmes qui s'épanouissent dans la maternité et celles qui s'épanouissent dans l'entreprise en fait. Il y a quand même, je pense qu'il y a des choses qui doivent disparaître quand même, et notamment la question du travail salarié et le fait de devoir travailler pour vivre. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir à, c'est ce que je disais tout à l'heure dans le cas des artistes, à d'autres modes de société, d'autres formes de société qui permettent aux gens de s'épanouir en accomplissant des choses utiles à la communauté. Donc ça peut être élever des enfants, ça peut être peindre, ça peut être prendre soin des personnes malades, soigner des gens, conduire un taxi, ramasser des poubelles, voilà, des tâches utiles. Mais je pense qu'il faut décorréler le besoin de survivre de ça, parce que du coup ça perd toute sa saveur en fait. Enfin, moi, si pendant une semaine je vais retirer la neige des routes, ça peut être hyper valorisant pour moi parce que ça va être utile. J'aurais fait un truc utile. Si je le fais pour un salaire de misère avec un patron qui me traite comme une crotte et que je fais ça à un temps partiel forcé et que ça me permet même pas de vivre, et en plus à des horaires qui me permettent pas d'aller chercher mes enfants à l'école, je vais pas vraiment avoir l'impression d'être utile à la société en fait. Je vais perdre le contact. Exactement. Je perds le contact entre ma tâche et son utilité sociale en fait. Et c'est pour ça que du coup, c'est ce que je raconte aussi dans mon travail, c'est pour ça qu'on trouve des métiers qui n'ont aucune utilité sociale et personne s'en rend compte, parce que on a complètement perdu ce lien entre le métier, les forfaits et le résultat quoi. Avec le travail à la chaîne et tout, la sectorisation, la segmentation du travail. Ouais, tout à fait. Chacun accomplit une petite tâche qui est complètement décorrélée de la finalité du travail au final. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, on a déjà il y a plein de chômeurs du coup, et on leur dit, comme t'es chômeur, alors que c'est des gens qui font des trucs, ils sont dans des associations et tout, mais comme t'es chômeur, t'as pas de travail salarié, du coup t'es inutile à la société, donc on les culpabilise. Ouais. C'est un poids, c'est un coût, c'est le cancer de la société. Et puis derrière, t'as des gens qui gagnent plein de blé, mais qui sont hyper nocifs à la société. Enfin, les conseillers en évasion fiscale, je suis désolée, mais moi je préférais qu'ils soient au chômage plutôt qu'ils fassent ce qu'ils font, quoi. S'occuper des enfants et un travail. Moi, je ferais pas une grosse différence entre ce travail-là et celui qu'on peut faire à l'extérieur de la maison. C'est un projet de société en fait global et pas. Ah oui, c'est un vrai projet de société assez révolutionnaire. Oui, n'est-ce pas? En même temps, c'est vrai que c'est intéressant de réfléchir à ça, à l'utilité de ce que tu fais et à l'engagement que tu mets dans ce que tu fais. Aujourd'hui,
T'as l'impression que t'es quand même obligé de choisir entre faire vraiment ce qui te plaît, ce qui te tient à cœur, ce que t'as réellement envie de faire et l'argent que tu vas gagner au bout. Et souvent, on te renvoie ça quand tu fais quelque chose que tu aimes vraiment. Enfin, souvent dans les métiers artistiques, d'ailleurs, c'est ce qu'on te renvoie. On te dit, ah ouais, non, mais attends, en même temps, ce que tu fais, c'est quand même super sympa. Donc, en gros, tu peux pas tout avoir, quoi. Tu vois, tu peux pas non seulement gagner décemment ta vie et en plus, c'est pas un vrai travail puisqu'en fait, ça te fait plaisir. Donc, il y a toute la notion du travail qui doit être au final une contrainte pour être rémunéré. Mais ça, c'est hyper... oui, enfin là, tu mets le doigt sur un truc qui est vraiment une grosse... comment dire... un gros problème de logique de notre système de valeurs, c'est que... on va te dire, alors il y a la question du plaisir. On m'a dit ça dans une interview, d'ailleurs, dans une émission il y a quelques temps. S'occuper des enfants, ça doit pas être payé parce que c'est un plaisir. Il y a plein de gens qui aiment leur boulot, qui vivraient assez mal qu'on leur dise, puisque t'aimes ce que tu fais, on va pas te payer. Donc, il faut vraiment, et d'ailleurs dans le milieu ingénieur, il y a ça aussi. Il y a, on te donne des responsabilités, mais du coup on t'augmente pas, parce que voilà, on te vend la responsabilité comme une forme de salaire en fait. Non, en fait, je pense qu'il faut vraiment décorréler le salaire. Les gens, ils doivent gagner de l'argent parce qu'ils en ont besoin pour vivre. Point. Voilà, c'est leur droit élémentaire à la dignité et en fait pour moi la seule raison qui justifie un salaire, c'est d'être né. T'es un être humain, t'as le droit d'avoir de quoi manger, t'as le droit d'avoir un logement, quelles que soient tes compétences, quel que soit même si t'es un criminel en fait, t'as le droit t'as le droit de pas mourir de faim en fait. Voilà, chaque être humain avec son parcours, avec ses défauts et ses qualités a droit au minimum pour vivre décemment. Donc voilà. Et après c'est assez drôle parce que dans les métiers, on va dire diplômés, on n'a pas le droit de dire qu'on n'aime pas son travail en fait. Donc on est censé faire semblant de venir travailler pour le plaisir et pas pour l'argent. Donc dans les entretiens, on est obligé de dire pourquoi on aime absolument cette entreprise, pourquoi on a choisi de faire ce métier. Alors dans l'informatique, je peux te dire que tout le monde a choisi par défaut quasiment parce qu'il y a du boulot. Donc nous on a des biologistes, des pharmaciens qui arrivent de partout parce qu'ils trouvaient pas dans leur truc et puis ils ont atterri dans l'informatique. Mais non, t'aimes l'informatique, t'adores vraiment ça. Voilà. Faut après, il doit bien y avoir quand même quelques personnes qui aiment. Oui, il y a des personnes. Mais d'ailleurs, moi je trouve pas ça très désagréable. Mais si on m'avait dit petite, qu'est-ce que tu veux faire, j'aurais pas dit ça quoi. Moi je voulais être pâtissière. Alors voilà. Ah oui, on a assez. C'est raté, hein. Et donc du coup, moi quand je commençais à dire à mes collègues, moi j'aime pas le travail en fait, je préférais être chez moi à faire de la peinture et de la musique et des gâteaux. Les gens ils me disaient mais vraiment je les choquais quoi, mais le travail c'est hyper important et tout. Et ben du coup je disais mais alors à ce moment-là pourquoi on donne pas un salaire de base aux gens, un revenu de base, un salaire à vie, et puis si le travail c'est si bien, ils iront quand même, non? Ah non, les gens ils sont capables quand même de dire que les gens adorent travailler, mais qu'en même temps il faut pas leur donner un salaire de façon inconditionnelle parce que sinon ils iraient pas travailler. Et quand tu mets le doigt dessus, ils font oui mais parce que, et ils repartent en boucle sur non mais si le travail c'est quand même important, hein, voilà. Et en fait voilà, il faut vraiment détricoter ce truc. Oui, les gens ont besoin de s'accomplir dans une activité collective si possible, de s'inscrire dans une communauté et d'être utile. Enfin, je pense que ça, c'est le propre de l'être humain. C'est valorisant d'être utile. Je pense qu'on meurt à petit feu, vraiment, si on fait rien d'utile. On a besoin de travailler avec des gens. Enfin, la plupart, il y a des gens qui préfèrent être tout seuls, mais on a besoin de s'inscrire dans un groupe. On a besoin d'être... Après, il y a des gens qui travaillent en entreprise et qui se sentent utiles parce qu'ils font avancer leur entreprise, ils croient en ce qu'ils font. Mais effectivement, je pense que se sentir utile, c'est un peu la base. Enfin, c'est compliqué de vivre en ce... Enfin,
il y a peut-être des gens qui arrivent à vivre en se sentant inutile à la société, mais c'est quand même une base, effectivement. Ouais. Bah, je pense que ça, c'est une espèce de glissement très pratique qu'a fait le capitalisme, en fait, d'utiliser ce besoin de l'être humain de se rendre utile à des fins bénéficiaires pour les entreprises et ceux qui les possèdent. Et du coup, ça marche, en fait. Et même pour des gens qui font vraiment des boulots hyper difficiles et qui sont vraiment maltraités, il y a une forme de fierté d'être dans l'entreprise. Et clairement, si on met vraiment les mots sur ce que c'est, la fierté, ils n'ont pas de fierté à enrichir leur patron pour qu'ils puissent acheter une 5e maison de vacances. Si on met les mots là-dessus, ils vont commencer à se dire, bah ouais, non, en fait, c'est vrai que je suis pas très fière de faire ça. Mais il y a une espèce de vocabulaire autour de ça, de la valeur travail, de la productivité, de l'économie, comme un concept qui serait complètement décorrélé de tout lien avec la vraie vie des gens. Mais voilà, on a réussi à faire du concept de faire marcher l'économie une valeur au même titre, enfin même supérieure à faire marcher l'humanité, quoi. C'est quand même incroyable. Et du coup, t'es content parce que tu te lèves à 5h du matin, que tu vas serrer des boulons ou j'en sais rien, parce que ça fait marcher l'économie, alors que derrière, c'est le patron de l'usine de boulons, en fait, qui s'enrichit, et que t'as quand même des gens qui meurent dans la rue en parallèle, quoi. Et qu'éventuellement, l'entreprise dans laquelle tu travailles pollue, etc., etc. Ouais, pollue, traite les femmes comme de la merde, va te licencier du jour au lendemain. Enfin, des entreprises qui ferment, tout le monde se retrouve à la porte. Le patron, lui, il se déclare en faillite, je sais pas quoi, et puis il va ouvrir une autre entreprise derrière, il va jamais rien lui arriver. Et les employés, eux, il y a des tas des tas d'exemples comme ça de gens à qui on a vendu, qui faisaient partie d'une grande famille et qui étaient fiers de ça, parce que oui, l'être humain, il a envie de faire partie d'un truc et d'être utile, quoi. Et puis du jour au lendemain, bim, terminé. Aux chiottes. Et tu comptes, tes projets pour l'avenir, tu penses continuer dans la bande dessinée ou continuer à t'exprimer via ce médium ? Ouais, voilà. Alors c'est pas une fin pour moi le dessin, mais je pense que c'est quand même tellement un super outil pour porter des idées que j'ai envie de continuer là-dedans. J'ai envie de, maintenant que j'ai le temps, puisque en fait j'ai arrêté mon métier d'ingénieur fin novembre. Maintenant que j'ai le temps, j'ai envie, ce point de vue que j'ai sur la société que j'avais pas avant, hein. C'est parce que on m'a donné des trucs à lire et tout qui m'ont permis de comprendre ce fonctionnement, justement de remettre en cause cette valeur travail, ce système sexiste et tout. J'ai envie de faire des ouvrages qui permettent de montrer ça comme moi je l'ai vu. Et puis j'ai aussi des projets en cours mais qui sont pas encore aboutis, d'audiovisuel, de dessin animé. Et puis moi je trouve aussi quelque chose, c'est que pour nous c'est difficile, même en étant consciente dans nos couples qu'il y a des déséquilibres, en étant avec des compagnons féministes et tout, je trouve qu'on a tellement un bagage sexiste lourd que c'est une guerre de chaque instant, une lutte de travailler sur nos conditionnements. Et moi, j'aimerais bien que les générations suivantes n'aient pas à faire cette lutte. Et du coup, je pense que ça sera intéressant de faire aussi du média jeunesse, ouais, un peu différent de ce qu'on a aujourd'hui. Parce que quand je regarde ce à quoi ont accès les enfants, ça m'inquiète beaucoup. C'est hyper sexiste. Si on n'achète pas du contenu féministe explicitement chez des éditeurs ou qui font du contenu féministe, on tombe vite de plus en plus, je trouve, sur du contenu, oui, sexiste, où les filles, elles sont très tôt hyper sexualisées, mais ils resexualisent même des héroïnes de mon enfance à moi, quoi. Genre la Sophie, là, la partenaire de l'inspecteur Gadget, ouais, c'était une petite gamine super, ouais, et tout, et là ils l'ont refaite avec de la poitrine, jean moulant, et puis une idylle avec un garçon et tout. Enfin bon, c'est quand même problématique, quoi. Et donc du coup je pense qu'il faut qu'on propose autre chose que ça, mais il faut pas que ça soit quelque chose qui soit estampillé féministe, je pense, justement parce qu'il faut pas que ça soit les personnes féministes qui aillent chercher ce contenu là. Il faut juste que ça soit un truc grand public, avec du contenu non sexiste, diversifié, mais quand même, mais si ça se vend à Carrefour, je serais hyper contente, quoi.
D'accord, donc projet jeunesse à venir. J'aimerais bien, ouais. Super. Bon, merci beaucoup Emma. Avec plaisir. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Auriculaire. En attendant, vous pouvez vous abonner au compte Instagram Auriculaire le podcast pour découvrir les interviews à venir. À très vite.